Le monde actuel regorge d'histoires étranges et loufoques. Certaines sont fictives, d'autres vraies. Mais certaines des histoires les plus étranges se trouvent dans l'histoire, et certaines dans l'histoire britannique. D'une super centenaire qui se couvrait de graisse de porc, à une femme qui prétendait avoir donné naissance à des lapins. Dans cette vidéo, nous explorerons toutes ces histoires étranges et plus encore. Pour notre première histoire, nous remontons au XVIIIe siècle, où une femme prétendait pouvoir donner naissance à des lapins. Mary Denny est née à un moment entre 1701 et 1703 et a été baptisée dans l'église paroissiale locale le 21 février 1703. On sait peu de choses sur sa vie précoce, si ce n'est qu'elle venait d'une famille pauvre et s'est mariée très jeune en 1720, probablement vers 17 ou 18 ans. Son mari était un homme nommé Joshua Toft, qui travaillait comme tailleur itinérant, ou tailleur. Suite à leur union, les Tofts ont vécu une phase compliquée. L'industrie anglaise de la confection de vêtements avait souffert au début du XVIIIe siècle, et Joshua était souvent sous-employé. De plus, la famille ne pouvait pas se permettre qu'il soit au chômage, car Mary et lui ont rapidement eu 3 enfants dans les années suivant leur mariage. 2 filles ont été appelées Mary et Anne, et un garçon nommé Joshua. Peut-être que c'était leur pauvreté qui a conduit Mary à avoir un tempérament supposément mauvais. Les événements qui ont porté Mary Toft à l'attention nationale en Angleterre ont commencé en 1726, lorsqu'elle est de nouveau tombée enceinte. Cependant, en cette occasion, Mary semblait avoir fait une fausse couche en août de cette année-là, expulsant plusieurs parties du corps. Cependant, des semaines plus tard, le 27 septembre 1726, Mary a de nouveau accouché. Cette fois, Anne Toft, sa belle-mère, et une voisine nommée Mary Gill étaient là présentes pour l'assister. Mais elles ont eu un choc car ce que Mary Toft a commencé à expulser n'était pas humain mais ressemblait en fait à un lapin mort-né. Perturbées, elles ont envoyé un message à un chirurgien local après le prétendu mort-né, un homme du nom de John Howard, pour lui dire ce qui s'était passé. Howard était sceptique au début, mais lorsqu'il a visité la maison des Toft quelques jours plus tard, Mary a eu une autre apparente travail et a expulsé des parties du corps d'un autre lapin mort-né. Désormais convaincu de l'histoire de Toft, Howard a organisé le transfert de Mary à Guildford, où il pourrait délivrer toutes autres parties du corps qui pourraient émerger. Mary a également commencé à raconter ce qu'elle pensait qui pourrait se passer. Elle prétendait avoir été surprise par un lapin alors qu'elle travaillait dans les champs de houblon près de Godalming, alors qu'elle était enceinte d'environ 5 semaines. Elle avait tenté d'attraper le lapin pour le tuer et le manger, mais il s'était échappé. Peu de temps après, elle a fait un rêve inhabituel à propos de lapins. Et donc, il lui semblait étrange que lorsqu'elle a eu son premier travail en août et à nouveau fin septembre, elle a expulsé ce qui ressemblait à des parties de lapin mort-né. Mary est restée à Guildford pendant un certain temps, pendant lequel Howard a supervisé beaucoup plus de travaux et pendant lesquels elle a expulsé d'autres lapins. À présent, la nouvelle de son histoire bizarre se répandait dans le sud de l'Angleterre, et au début de novembre, elle avait atteint la cour du roi George Ier à Londres. La famille royale s'est personnellement intéressée à l'histoire, et bientôt le roi a décidé d'enquêter lui-même sur l'affaire, et c'est là que tout deviendrait encore plus étrange. La première personne envoyée à Guildford pour enquêter sur l'affaire au nom de la famille royale et du gouvernement était Henry Davenant, un membre de la cour royale. Davenant a pris la route pour Guildford début novembre. À ce stade, Mary expulsait des morceaux de lapin tous les quelques jours, et Howard tenait soigneusement des journaux de ces événements de manière assez macabre, conservant des morceaux de lapin dans de l'alcool. Quand Davenant est arrivé, Howard lui a montré ces choses, et c'est ainsi que Davenant est retourné à Londres, apparemment convaincu que Mary Toft formait bien des lapins dans son utérus, qui étaient ensuite expulsés en morceaux. Lorsque cela a été rapporté à la cour, une décision a été prise d'envoyer des experts à Guildford et à la mi-novembre, Nathaniel Saint-André, le chirurgien royal et anatomiste de la maison royale, et Samuel Molineux, secrétaire privé du prince de Galles,
le futur roi George II se sont rendus à Guildford. On leur a montré les parties du corps conservées et les journaux de Howard avant d'assister à l'expulsion par Mary de ce qui était alors le 15e lapin. Curieusement, les preuves de tout cela étaient si convaincantes que Saint-André, un expert, a cru Mary. Il a même mis sa réputation en jeu en publiant un court pamphlet sur le sujet intitulé « Un court récit d'une livraison extraordinaire de lapins » qui a été publié à Londres. Le texte de Saint-André a ajouté à un nombre croissant de pamphlets et de bulletins d'information publiés dans la capitale sur les événements bizarres survenus dans le Surrey. Ces derniers sont apparus sous un nom tel que « Un récit vrai et parfait d'une femme près de Guildford dans le Surrey qui a récemment accouché de 17 lapins ». Un autre intitulé « Les médecins en travail », une enquête philosophique sur le merveilleux garenne de lapin, récemment découvert à Godalming près de Guildford dans le Surrey, et un certain pamphlet de M. Brathwaite intitulé « Remarque sur un court récit d'une livraison extraordinaire de lapins » réalisé par M. John Howard, chirurgien à Guildford. En conséquence de tout cela, au début de l'hiver de 1726, Mary Toft était le sujet de conversation de la capitale. Cependant, certains n'étaient pas convaincus. Le roi avait un autre chirurgien royal à Londres. C'était un Allemand qui avait servi Georges Ier à Hanovre en Allemagne, avant que Georges ne devienne jamais roi d'Angleterre. Cet homme Syriacus Ochus s'est maintenant rendu lui-même à Guildford. Comme Saint-André et Molineux avant lui, on lui a montré les preuves que Howard avait accumulées et il a assisté au 16e accouchement de Mary Toft, une expulsion d'un lapin. Puis il est rapidement retourné à Londres et a informé le roi que toute cette histoire était une supercherie. Son propre récit est apparu en impression à Londres, juste 5 jours après le pamphlet de Saint-André. Il l'a intitulé « Quelques observations concernant la femme de Godalming ». Le scandale était tel à présent que le roi voulait résoudre la controverse une fois pour toutes. En conséquence, il a envoyé une équipe d'individus à Guildford pour recueillir toutes les preuves disponibles et retourner à Londres avec celle-ci et Toft, qui aurait à présent expulsé 17 lapins. C'est ce qu'ils ont fait, et Toft a donc été amenée à Londres où elle a été logée à Lexterfields. À Londres, dans les jours qui ont suivi, de nombreux membres de la profession médicale de Londres et d'Angleterre ont commencé à se rassembler pour assister à la naissance d'un 18e lapin mort-né par Mary Toft. Cependant, ils allaient en être déçus. Bien que Toft ait prétendu avoir ressenti quelques contractions, elle n'a expulsé aucun autre lapin. Alors que la déception laissait place à la suspicion, Toft a été soumise à un interrogatoire intense, non seulement de la part des professionnels de la santé, mais aussi de plus en plus de la part des juges de paix et des fonctionnaires de la cour. Ils ont posé des questions comme pourquoi ses travaux avaient soudainement cessé, et se demandaient si elle n'avait pas simplement trompé les gens depuis le début. En décembre, la vérité entourant son cas allait être révélée, et ce mois-là, Thomas Onslow, 2e baron Onslow, a découvert lors de son enquête sur Mary Toft que pendant le mois précédent, le mari de Toft, Joshua, avait acheté des lapins jeunes. Onslow a ensuite écrit à un médecin déclarant qu'il publierait ses découvertes, mais il était trop tard pour découvrir la vérité. Le même jour, un certain Thomas Howard, qui travaillait comme portier, a avoué au juge de paix, Sir Thomas Clarge, qu'il avait été soudoyé par la belle-sœur de Toff, Margaret, pour introduire un lapin dans la chambre de Toff. Lorsque Mary a été interrogée, elle a nié toutes les accusations affirmant qu'elle avait faim et qu'elle allait seulement manger le lapin. Finalement, Toft a craqué lorsqu'elle a été menacée d'une expérience très douloureuse pour déterminer les secrets qu'elle portait. Ainsi, elle et ensuite son mari ont avoué à ce qui se passait depuis le début. La chose entière avait été une fabrication élaborée. Suite à sa première fausse couche en août 1726, le mari de Mary et sa belle-mère avaient découpé un chat mort et enlevé ses entrailles et inséré l'épine dorsale d'une aiguille dans les intestins du chat. Cette création, qui avait été conçue pour ressembler à un lapin, avait été placée dans l'appareil reproducteur de Mary.
Il a ensuite été annoncé ce même jour, le 27 septembre 1726, que Mary avait commencé le travail. Ainsi ce que Mary Gill, la voisine des Toft, avait prétendument vu être livré plus tard ce jour-là avec différentes parties du corps d'animaux qui avaient été façonnées pour ressembler à un lapin d'une certaine sorte. Le monstre lapin a ensuite été emmené à John Howard, le chirurgien local de Guildford, qui était convaincu que Mary avait effectivement porté un lapin pendant sa grossesse, lorsqu'elle a également expulsé la prétendue tête de lapin quelques jours plus tard. Après cela, la ruse est devenue de plus en plus élaborée, car de plus en plus de personnes ont été attirées à Guildford pour assister aux naissances. Ainsi, les lapins que Mary prétendait expulser lors de ses accouchements répétés n'étaient rien de plus que d'horribles accumulations de parties d'animaux qui avaient été utilisées pour tromper Howard, le chirurgien royal, puis la plupart de Londres. Le motif des Toft était purement financier. Ils croyaient, Bolelin, que si leur histoire devenait assez célèbre, ils pourraient mensuellement commencer à gagner de l'argent pour que les gens viennent voir Mary donner naissance aux lapins, et cela les sortirait de la pauvreté dans laquelle ils vivaient. Pourtant, la famille Toft n'a tiré aucun profit de cette affaire. Ainsi, dans les derniers jours de 1726, après des mois de controverses croissantes, la supercherie a été révélée, et beaucoup à Londres et plus loin ont été déçus et choqués. Suite aux révélations de la supercherie, Mary Toft a été emprisonnée à Tothill Fields, Bridewell, pendant des mois. Pendant ce temps, des foules assiégeaient un peu la prison dans l'espoir d'apercevoir la désormais tristement célèbre Toft. Pourtant, elle serait bientôt libérée car il n'était pas clair de quelle accusation devrait être portée contre elle, et elle n'a jamais été reconnue coupable d'aucun crime ou condamnation, et donc l'affaire a été abandonnée. Elle a été libérée de prison en avril 1727. Elle s'est retournée à Godalming, mais son histoire a continué de susciter des réactions dans la presse. Par exemple, l'un des plus grands poètes britanniques de l'époque, Alexander Pope, a composé le Dunciad en 1728 à son sujet, un poème qui tourne autour de l'histoire d'une femme qui donne naissance à des monstres. De même, le célèbre peintre, caricaturiste et critique social anglais William Hogarth a produit 2 caricatures sur l'épisode. L'une, Les Sages de Godalming et Consultation en 1726 alors que l'affaire était encore en délibération, et une seconde des décennies plus tard, intitulée Crédulité, superstition et fanatisme. Apparaissant en 1762, ce dernier se moquait de la volonté de certaines sections de la société de croire à des histoires extravagantes comme celle de Mary Toft. Après une brève période de célébrité suite à sa libération au début de 1727, Mary Toft a retrouvé l'obscurité. En février 1728, elle a donné naissance à un dernier enfant, une fille nommée Elizabeth, qui a été notée dans le registre paroissial de Godalming comme son premier enfant après sa prétendue reproduction de lapin. Le magnate local, Charles, deuxième duc de Richmond, qui avait une résidence dans la ville, avait parfois l'habitude de la payer pour qu'elle apparaisse lors de rassemblements dans son manoir comme une sorte de célébrité locale ou de curiosité culturelle. Elle réapparaît dans les registres juridiques en 1740 lorsqu'elle est accusée de vol de bétail, probablement parce qu'elle vivait toujours dans la pauvreté. Lorsqu'elle est décédée en janvier 1763, son avis de décès a été publié dans les journaux de Londres. Elle a été enterrée à Godalming le 13e janvier et avait environ 62 ans au moment de sa mort. Les personnes qui vivent jusqu'à un âge extrêmement avancé nous fascinent, et beaucoup veulent souvent connaître leurs secrets. Une telle super centenaire était Jane Lewson, qui prétendait avoir vécu jusqu'à 116 ans, et ce grâce à d'étranges et sales superstitions, comme nous le verrons bientôt. John. Vaughan, connu sous le nom de Jane Lewson, serait né en l'an 1700 dans la rue Essex, à Londres, bien qu'aucun acte de naissance n'ait jamais été découvert pour vérifier cela. Cela peut susciter des doutes sur sa naissance, mais notez que peu de registres de baptême du début des années 1700 ont entièrement survécu. On dit qu'elle est née dans une famille respectable, donc ses parents étaient probablement des professionnels ou des commerçants. Bien que rien ne soit vraiment connu sur la jeunesse de Jane, nous pouvons supposer qu'elle a eu une éducation typique pour quelqu'un de sa classe sociale. Elle a probablement grandi dans une grande maison avec des domestiques et vécu une vie plutôt confortable. L'éducation de Jane aurait été axée sur les arts domestiques comme la couture, la cuisine, le ménage et l'instruction religieuse.
Elles auraient aussi dû apprendre la danse, la musique et la peinture. Une fois que Jane a atteint l'âge de se marier, on s'attendait à ce qu'elle se marie bien, et il semble qu'elle l'ait fait. Il semble qu'une certaine Jane Vaughan, son nom de jeune fille, ait épousé un certain monsieur Lewson, un marchand de Londres, en 1726 à Londres. Ils ont par la suite eu une fille ensemble, après quoi monsieur Lewson est décédé prématurément, laissant sa femme élever leur fille seule. Ainsi, cet acte de mariage semble indiquer qu'elle est née très tôt au XVIIIe siècle. On connaît peu de détails sur la vie de Lucerne dans les années suivant le décès de son époux. Étant une veuve riche, on dit qu'elle avait beaucoup de prétendants, mais elle ne s'est jamais remariée. Nous ne savons pas non plus de quelle manière elle a élevé sa fille, mais il est probable que cela ressemblait à son éducation, étant largement définie par son futur rôle de femme et de mère. Avec le temps, sa fille Mea s'est mariée et a déménagé, et après cela, Jane est devenue une figure très excentrique. À partir des années 1780 environ, Lucerne a été de plus en plus remarquée pour son grand âge à travers Londres puis l'Angleterre. Elle était célébrée pour sa longévité et les gens étaient très intéressés par son mode de vie. Mais comme vous le verrez, il est très différent de ce que quiconque aurait pu imaginer. Lucerne était connue pour être une personne particulière pendant son grand âge, puis pendant son âge très avancé. Pour commencer, elle était une personne retirée qui quittait rarement sa maison et permettait également rarement à quiconque de lui rendre visite chez elle. Cela suggérerait qu'elle a passé plusieurs décennies avec peu de contact avec le reste du monde, à quelques exceptions près. Pour exemple, elle avait une vieille servante qui lui rendait visite pour effectuer quelques tâches ménagères entre la fin des années 1780 et 1806. Cependant, même elle est finalement décédée, et Lucerne a brièvement embauché d'autres personnes pour remplir ce rôle, mais aucune ne lui plaisait. À part 2 vieux chiens de compagnie et un chat, son seul compagnon était un vieil homme qui entretenait plusieurs propriétés dans la région. Au début, il aidait Lucerne avec diverses courses, mais comme il s'est avéré très utile, elle l'a finalement pris dans une maison où il servait d'intendant, de majordome, de cuisinier et de femme de ménage. Malheureusement, il semble qu'à présent, elle n'avait aucun contact avec sa famille, ses proches parents étant décédés bien avant. La maison de Lucerne a été décrite comme une grande demeure, qui avait autrefois été une belle maison londonienne élégamment meublée, mais qui avait inévitablement décliné au fil des décennies. L'excentrique Lady Lucerne insistait pour que les lits dans les chambres d'amis soient toujours fraîchement faits, bien que personne n'y ait dormi depuis des années. Cela contrastait avec son ménage ailleurs. Elle refusait de laver les fenêtres, craignant qu'elles ne se brisent et laissent entrer des germes. Au fil des décennies, la saleté et la poussière ont commencé à les recouvrir, bloquant la lumière naturelle. Outre ses fenêtres crasseuses et son intérieur en décomposition, nous savons que Lucerne aimait entretenir son jardin. Les voisins se rappellent qu'elle passait souvent des heures assise là à lire durant l'été. De temps en temps, elle rendait visite à d'autres personnes et était connue pour parler aux marchands de légumes locaux sur la place et rendre visite à 1 ou 2 vieux amis. Pourtant, comme c'était inévitable, Lucerne a fini par survivre à tous ceux qu'elle avait connus en tant que jeune femme et femme d'âge moyen, y compris sa fille. Dans sa nécrologie, l'observateur a fait une remarque perspicace sur son sens vestimentaire rétro, notant que, je cite, « Elle était si attachée aux modes qui prévalaient à l'époque de sa jeunesse qu'elle n'a jamais changé sa façon de s'habiller depuis celle portée sous le règne de Georges Ier. Elle portait toujours de la poudre avec un grand T, fait de crins de cheval sur sa tête près d'un demi-pied de haut, sur lequel ses cheveux étaient relevés, un bonnet par-dessus qui nouait sous son menton et 3 ou 4 boucles pendantes dans son cou. » Elle portait généralement des robes en soie et la traîne longue, avec un volant profond tout autour, une taille très longue et très serrée jusqu'à son cou, autour duquel se trouvait une sorte de fraise ou de volant. Les manches de sa robe descendaient en dessous du coude, à chacune desquelles 4 ou 5 manchettes étroites étaient attachées, un grand chapeau de paille tout à fait plat, des chaussures des ans à talons, pas, minapa à sarsi. Grand manteau de soie noire garni de dentelles tout autour et une canne à pommeau dorée complétée avec son costume quotidien depuis les 80 dernières années et dans lequel elle se promenait autour de la place, raison pour laquelle elle était connue sous le nom de Lady Lucerne. Ce que ses contemporains étaient très impatients de savoir, c'était sa santé et comment elle avait vécu si longtemps. Apparemment, il n'y avait pas de secret à la longévité de Lucerne, autre que la superstition. Lucerne, persuadée que se laver lui donnerait un rhume, ne se lavait jamais. Au lieu de cela, elle s'enduisait de saindoux de porc,
parce que c'était doux et lisse. De plus, on disait qu'elle insistait pour boire son thé dans sa tasse préférée, tandis qu'elle ne mangeait qu'en étant assise dans sa chaise préférée et avec ses couverts disposés selon un motif très spécifique. Sinon, elle était généralement réticente envers les médicaments et les médecins. On prétendait qu'elle avait une histoire dentaire remarquable, n'ayant jamais perdu de dents, mais ayant bizarrement fait pousser 2 nouvelles en 1787, alors qu'elle approchait de sa 90e année. Cette affirmation pourrait être inexacte. L'hyperdontie, où une personne commence à faire pousser des dents supplémentaires au-delà de l'ensemble normal à l'âge adulte, est plus courante qu'on ne le pense et se produit chez plus de 3,5% des gens aujourd'hui. Cependant, la possibilité que Jane Lewson ait soudainement développé des dents supplémentaires à l'âge de 87 ans est un peu tirée par les cheveux. Plus crédible était la reconnaissance que sa vue avait commencé à lui faire défaut dans ces dernières années. Lorsqu'elle a atteint ses 110 ans, Jane Lewson était reconnue par beaucoup comme étant la source la plus érudite sur l'histoire anglaise à Londres, simplement parce qu'elle avait vécu tant d'événements et qu'elle en avait encore un souvenir précis. Elle était, prétendait-on, capable de se souvenir d'événements remontant à 1715, ce qui signifie qu'elle était capable de retracer les détails des soulèvements jacobites en Écosse dans la première moitié du XVIIIe siècle, la guerre de 7 ans avec la France entre 1756 et 1763, et la guerre d'indépendance américaine dans les années 1770, tout en ayant vécu l'intégralité des guerres révolutionnaires et napoléoniennes françaises entre 1793 et 1815. Il est clair que Lucerne était superstitieuse quant à sa possible mort vers 1815. Au milieu du mois de mai 1816, une vieille dame qui vivait dans la même rue qu'elle est morte subitement, un événement qui a amené Lucerne à prédire que son propre temps était proche, et cela s'est avéré vrai. Lucerne est décédée chez elle le 28 mai 1816, supposément âgée de 116 ans. Elle a ensuite été enterrée dans le cimetière de Bunhill Fields, dans la capitale anglaise, avec un corbillard et des voitures de deuil pour assurer la solennité de l'occasion de la mort de l'une des femmes les plus âgées de l'histoire de l'Angleterre. Après son décès, il semble que Lewison ne voulait pas que quelqu'un entre chez elle. Eh bien, un témoin qui a visité la maison de Jane à cette époque a rapporté avoir été choqué en entrant. Il a repéré de nombreux boulons et barres dont fixés aux portes et fenêtres, et le plafond des étages de supérieur était également garni de barres, comme pour empêcher quiconque d'entrer dans la propriété par le plafond. Il a également noté que les cendres n'avaient pas été enlevées depuis des années et étaient empilées si haut qu'elles ressemblaient à des lits. Peu de temps après sa mort, Lucerne est devenue essentiellement connue dans tout le pays grâce à une nécrologie publiée par le journal Observer le 9 juin 1816 intitulée « Un personnage singulier ». L'article explique comment l'une des célébrités moyennes d'Angleterre est décédée chez elle au numéro 12 Coldbath Square près de Clerkenwell et Farringdon à Londres 2 semaines plus tôt. Les lecteurs du journal étaient fascinés d'apprendre que cette femme était née pendant le règne du roi Guillaume III et que sa vie avait traversé les règnes de 5 monarques britanniques, y compris celui du roi George III, qui ayant régné entre 1760 et 1820 était à ce moment-là le roi au plus long règne de l'histoire de l'Angleterre. Cependant, à cause de son acte de naissance obscur, peut-on vraiment être certain qu'elle a vécu jusqu'à 116 ans, et était-ce même possible selon les normes de l'époque ? Si Jane Lewson avait vraiment 116 ans au moment de son décès, la question suivante qui se pose est de savoir combien il était courant pour les gens de vivre au-delà de 100 ans à l'époque moderne précoce. Après tout, la période entre 1500 et 1800 était celle où l'espérance de vie était nettement plus basse qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens peuvent espérer vivre jusqu'à 75 ou 80 ans au XVIIIe siècle, l'espérance de vie était d'environ 37 ans. Et pourtant, l'âge prodigieux de Jane Lewson n'était pas totalement déplacé. Les espérances de vie étaient si basses à cette époque en raison du taux de mortalité infantile et juvénile, environ 40% de tous les enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de 10 ans. En plus de cela, des maladies comme la variole, la tuberculose et la peste bubonique étaient mortelles à l'époque et réduisaient davantage l'espérance de vie. Cependant, si vous parveniez à éviter de mourir en bas âge ou pendant l'enfance et à esquiver les nombreuses balles que des maladies comme la variole vous lançaient pendant votre vie, une personne pouvait encore espérer vivre jusqu'à un âge très avancé. Selon Jane Lewson, Jeanne Calment aurait profité dans sa vieillesse de l'absence de problèmes modernes, tels que l'obésité, les maladies cardiaques et le diabète au XVIIIe siècle.
Ainsi, c'est plausible que Jane Lewson ait vécu jusqu'à 116 ans. Néanmoins, une enquête récente sur sa vie a découvert des indices et des registres qui indiquent que Jane Lewson était beaucoup plus jeune que ce que nous pensions auparavant. Selon un registre d'inhumation de Bunhill Fields, Jane avait en réalité 96 ans lorsqu'elle est décédée, ce qui signifie qu'elle est née vers l'année 1720. De plus, le registre orthographie son nom de famille Lussan L-U-S et non L-E-W, comme elle est généralement connue. De plus, un registre de mariage de juillet 1750 et un fait état du mariage de Jane Vaughan avec Robert Lusson à la chapelle de St. Mary Lestrange, Somerset House. Robert Lusson était un marchand très riche et le couple était enregistré comme ayant eu 3 filles et un fils. Puis en 1769, près de 20 ans après leur mariage, Robert est décédé et a laissé son domaine Blunston Hall à sa fille aînée Maria, bien que Jane ait été prise en charge. Mis à part ces détails clés, il semble que le reste de son histoire soit le même, bien que certains aspects de son caractère aient pu être exagérés. Comme pour une grande partie de sa vie, il y a débat sur qui étaient les bénéficiaires de son testament. Selon certaines sources, elle aurait légué la moitié de son patrimoine à William Anthony, son exécuteur testamentaire et horloger, et l'autre moitié à la famille Huskinson. D'autres affirment que c'était son serviteur et un vieil ami qui ont reçu la majeure partie de son patrimoine, sans rien laisser aux membres de sa famille élargie qui étaient encore en vie. Nombreux ont probablement croisé des éléments de l'histoire de Jane Lewson, sans le savoir. On pense qu'elle a été l'influence pour Charles Dickens lorsqu'il a créé le personnage de Miss Havisham. Dans l'un de ses romans les plus acclamés, De Grandes Espérances, publié en 1861. Havisham est une riche célibataire abandonnée par son fiancé le jour de leurs noces. Elle vit ensuite dans un manoir sombre portant constamment sa robe de mariée, vieillissant prématurément par manque de lumière du soleil. Compte tenu de la propension de Luton à porter des robes anciennes, de l'obscurité de sa maison et de sa rage, il a été conjecturé que Dickens a tiré certains concepts du personnage de Havisham de l'histoire de vie de Lady Luton. Cela dit, il y a de nombreux autres personnages qui auraient inspiré Dickens dans la création du personnage de Miss Havisham, notamment Eliza Emily Donnithorne, une femme qui vivait à Sydney, en Australie, dans les années 1840, à l'époque où son futur mari l'a quittée le jour de leur mariage. Donnithorne aurait passé les 20 années suivantes cloîtrée chez elle, vêtue de sa robe de mariée, avec les restes décomposés de son gâteau de noces sur la table. En somme, l'histoire de Jane Luton est une inspiration plus heureuse pour Miss Havisham, la prétendue femme de 116 ans qui a vécu tout au long du XVIIIe siècle. Notre prochaine histoire raconte l'histoire de 2 femmes irlandaises qui ont fui leur maison pour aller vivre ensemble au nord du pays de Galles, restant isolées ici pendant les 50 prochaines années. Eleanor Charlotte Butler venait de l'une des familles les plus honorées d'Irlande. Les Butler avaient conquis de vastes territoires dans les Midlands irlandais à la fin des XIIe et XIIIe siècles, un domaine qui a permis aux membres ultérieurs de la famille de devenir les comtes d'Ormond, l'une des lignées aristocratiques les plus anciennes du pays. C'est dans ce contexte aisé qu'Eleanor est née le 11 mai 1739 au château de Kilkenny. Elle était la 3e des 4 enfants nés de Walter Butler et Helen Morris. Son père était le 16e comte de Jure d'Ormont, bien qu'il n'ait jamais officiellement acquis ce titre en raison d'une crise d'héritage. Jeune femme, Elena a été envoyée en France pour être éduquée dans un couvent, car les Butler avaient eu de nombreuses connexions sur le continent parmi les puissances catholiques depuis que la famille avait été temporairement exilée au XVIIe siècle. Là-bas, elle est devenue une lectrice avide et extrêmement bien éduquée, mais elle a peu vu sa famille et en grandissant, il l'a considérée comme une rat de bibliothèque avec peu de compétences sociales. Dans tous les cas, Elinor étant devenue très indépendante, et lorsqu'elle est retournée en Irlande à la fin des années 1750, elle a refusé d'être placée dans un mariage arrangé. Sarah Ponsonby venait d'une famille plus modeste, mais néanmoins toujours puissante et riche dans les Midlands irlandais. Elle est cessée née en Irlande en 1755 de Louisa Lyons, une femme de la haute société, et de son mari Chambré Brabazon Ponsonby, membre du Parlement irlandais pour Newtonar. Sarah était la seule enfant du 2e mariage de sa mère Louisa, qui est décédée 3 ans après sa naissance. Chambré s'est remarié rapidement,
prenant Mary Barker, fille de Sir William Barker, 3e baronnet de l'abbaye de Kilcully comme sa 3e épouse. Avec Mary, Charmbrae aurait une autre fille nommée Mary, d'après sa mère, mais il décéderait tôt en 1762, âgé d'environ 41 ans, lorsque Sarah n'avait que 6 ans, et alors que sa 3e épouse était enceinte de son fils à naître. Cet enfant est né 4 mois après son décès et a été nommé Chambred Brabazon, d'après son père. En conséquence, Sarah est devenue orpheline et a été envoyée vivre chez des parents à Kilkenny. Ici, elle a grandi dans le même cercle social qu'Eleanor, qui vivait à une vingtaine de kilomètres de là, bien qu'elle soit 16 ans plus jeune qu'elle. Elles se sont rencontrées pour la première fois en 1768 lorsque Sarah avait 13 ans et Eleanor 29, car Sarah avait été envoyée au château de Kilkenny pour poursuivre son éducation sous la tutelle d'Eleanor. Au fil des années, Sarah et son amie ont développé une amitié étroite qui a duré pendant toute l'éducation de Sarah. Une fois qu'elle a eu 18 ans et a terminé ses études, Sarah est rentrée chez elle, mais les deux sont restés en contact et sont restés de proches amis. Au milieu des années 1770, Helena et Sarah étaient très proches et entretenaient une relation, bien que clandestine, étant donné que la société n'acceptait pas du tout l'homosexualité au XVIIIe siècle. Pourtant, aussi caché que leur relation ait pu être, leur refus de se marier commençait à causer des problèmes pour les deux femmes. À cette époque, Helena avait largement dépassé la trentaine, et beaucoup de sa famille avaient presque abandonné l'idée qu'elle se marie un jour. Mais Sarah était à un âge où la pression pour se marier et fonder une famille était de plus en plus forte. De plus, sa condition d'orpheline la rendait particulièrement vulnérable à cet égard. Il y avait aussi des murmures parmi les membres de la famille d'Eleanor que, puisqu'elle ne s'était pas mariée et n'aurait pas d'enfants, elle devrait être envoyée dans un couvent. C'est à la suite de ces pressions que le couple a commencé à élaborer des plans pour s'enfuir des millions irlandais et commencer une vie ensemble ailleurs. Eleanor et Sarah ont tenté de s'échapper de Kilkenny pour la première fois dans la nuit du 30 mars 1778. Le duo s'est déguisé en homme, s'est armé et s'est rendu à Waterford pour prendre un bateau vers la Grande-Bretagne. Cependant, leur plan a été découvert lorsqu'ils ont été trouvés cachés près du quai de Waterford. Selon certains, c'est le chien de Sarah qui les a trahis, car il l'avait emmené avec eux et il n'arrêtait pas d'aboyer. Suite à cela, les familles sans cette idée ont essayé de les faire renoncer à leur plan, mais cela n'a servi à rien, car le couple avait pris sa décision. 2 mois plus tard, les femmes ont réessayé et réussi, s'enfuyant à travers la mer d'Irlande vers le pays de Galles. Arrivées à Milford Haven, les 2 femmes ont visité la campagne galloise, puis ont décidé de s'installer dans le nord du pays de Galles. Finalement, elles ont réussi à obtenir la location d'un charmant cottage en périphérie du village de Langolen et en 1780, elles ont acheté la propriété. Elles l'ont nommée Place Nowitt, un terme cymrique signifiant « nouvelle salle » ou « nouvelle demeure ». Ce serait leur maison pour le demi-siècle suivant et elles deviendraient bientôt de nombreuses célébrités et baleines en Angleterre. Eleanor et Sarah ont peu à peu rénové Place Nowitt après avoir décidé de s'y installer à la fin des années 1770. À l'origine, c'était une maison de 5 chambres, grande pour la région et l'époque, mais d'une architecture ordinaire. Cependant, au fil des années, le duo a modifié les façades et les caractéristiques du bâtiment pour le transformer en un cottage de style gothique qui se démarquait certainement dans la campagne galloise. L'aspect le plus frappant de cela était par les fenêtres en arc et les vitres qui faisaient ressembler le devant du cottage plus à la façade d'une cathédrale gothique médiévale qu'à une maison galloise. Ils ont même réussi à acquérir la haute croix médiévale, qui se dressait au sommet de la cathédrale de Chester pendant des siècles, mais démolie pendant la guerre civile anglaise, alors que les puritains s'opposaient aux croyances catholiques romaines. Ils l'ont réinstallée chez eux. Des jardins formels ont été aménagés autour du cottage et à l'intérieur, de nombreux panneaux de chêne élaborés décorés en plusieurs pièces. La nature de la relation entre Eleanor et Sarah a suscité de nombreuses spéculations au fil des années. Les historiens se sont demandé si elles étaient en fait lesbiennes, ou si elles étaient simplement 2 femmes exceptionnellement proches qui trouvaient du réconfort dans la compagnie de l'autre et leur décision de rejeter le mariage et les contraintes sociales de l'époque. Pourtant, il semble évident qu'elles étaient entamantes d'une certaine manière. Le journal intime d'Hélène a survécu à l'époque et dans celui-ci, elle fait régulièrement référence à Sarah comme ma bien-aimée,
tandis que nous pourrions aussi spéculer que leur décision ironique de nommer une succession de chiens de compagnie Sappho est une preuve assez concrète de la sexualité des femmes. Sappho était la célèbre poétesse grecque antique, dont l'amour avoué pour les femmes est à l'origine du terme lesbienne, étant originaire de l'île de Lesbos en Grèce. Malgré le rejet général des relations homosexuelles à l'époque, les femmes ne semblent pas avoir subi de persécutions en raison de leurs relations. Si deux hommes avaient vécu ensemble avec des rumeurs de relations sexuelles, la situation aurait été différente car les relations homosexuelles étaient activement réprimées en vertu des lois sur la sodomie en Grande-Bretagne jusqu'à bien avancé dans le XXe siècle. Les deux femmes menaient ici une vie cérébrale détendue. Elles avaient suffisamment d'argent pour embaucher du personnel de maison, y compris Mary Carroll, un personnage haut en couleur qui faisait partie du personnel de maison de Sarah en Irlande, et elle resterait une servante et amie fidèle pour le reste de sa vie. Cela permettait aux femmes de se concentrer sur la rénovation du cottage et d'autres tâches. Par exemple, nous avons l'entrée suivante du journal d'Eleanor, datée du 22 septembre 1785. Levé à 7 heures, matin sombre, toutes les montagnes enveloppées de champs de brouillard, pluie épaisse, un feu dans la bibliothèque délicieusement confortable. Petit déjeuner à 8h30. De 9h à 1h, j'écris. Mon amour dessine le château de Pembroke. De 1 à 3h, je lui lis. Après le dîner, j'ai fait un rapide tour des jardins. Il a plu sans interruption toute la journée. De 4 à 10h, je lisais à ma bien-aimée, elle dessinait. De 10 à 11h, nous nous sommes assis près du feu, conversant avec ma bien-aimée. Une journée silencieuse et heureuse. Il y a beaucoup d'autres entrées qui décrivent des journées passées principalement à lire, écrire et dessiner, prouvant que le couple était heureux de mener une vie calme et retirée. Curieusement, malgré leur fuite d'Irlande, le couple a réussi à maintenir une relation avec leur famille, restée au pays après une période d'isolement initial. Claire et Gouclin se trouvaient sur l'un des principaux itinéraires que les voyageurs entre Dublin et Londres pouvaient emprunter s'ils traversaient directement vers le nord du pays de Galles, puis traversaient le pays pour entrer en Angleterre. Il y a des preuves que des membres de la famille et des proches leur rendaient visite fréquemment à Llangollen. Visiblement, les deux familles ont approuvé le nouvel arrangement. Tant qu'Eleanor et Sarah n'étaient pas physiquement en Irlande. Au fil du temps, Eleanor et Sarah sont devenues assez célèbres dans toute la Grande-Bretagne. Au début, leur maison attirait l'attention en raison de l'architecture gothique de ce cottage gallois isolé. Elles ont ouvert leur maison à ceux qui souhaitaient visiter et voir ce domicile inhabituel. En faisant cela, des informations concernant l'étrange relation des femmes se sont répandues, et finalement elles ont commencé à recevoir des appels de certaines des personnes les plus célèbres de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle en Grande-Bretagne. Parmi eux figuraient Sir Walter Scott, l'auteur d'Ivanhoe, les poètes Percy Shelley et Lord Byron, et même le héros des guerres napoléoniennes, Arthur Wellesley, premier duc de Wellington. Parmi les autres visiteurs notables figuraient Charles Darwin et son père, le prince Hermann von Pücklen, un noble allemand et paysagiste, et bien d'autres. On dit même que la reine Charlotte voulait voir leur cottage et a persuadé le roi George III de leur accorder une pension. Pourtant, le plus célèbre des visiteurs de la maison des dames de Llangollen était William Wordsworth. Il les a ensuite honorés à travers la composition du poème « À la dame E, B et sur Miss P ». Ce n'était pas la seule immortalisation littéraire des femmes. Anna Seward a également écrit à leur sujet dans son poème « Llangollen Vale », composé en 1796, tandis que The Chase of the Wild Goose, un roman pionnier de la médecin Mary Gordon, publié grâce au patronage de Virginia Woolf en 1936, a également discuté des dames de Llangollen et de leurs relations. Eleanor et Sarah ont continué à vivre au fil des ans de la même manière qu'elles femmes médecins l'avaient fait pendant longtemps, bien que leur situation ait pris un triste tournant en 1809 lorsque leur compagne de toujours, Mary Carroll, est décédée. Dans leurs dernières années, elles portaient toutes deux des habits d'équitation noirs et des hauts de forme d'hommes, ce qui était considéré comme excentrique et démodé par beaucoup, mais les vêtements étaient pratiques pour les activités de plein air. Elles ont également refusé de se faire prendre en portrait, et la seule raison pour laquelle nous savons de manière fiable à quoi elles ressemblaient est grâce à quelques croquis secrets rapides qui ont été faits pendant que d'autres les distrayaient. Malgré de nombreux voisins généreux et bienfaiteurs les aidant à rester à flot, les dames manquèrent souvent d'argent. Anne Lister,
Une propriétaire terrienne anglaise de Halifax, connue pour ses journaux intimes détaillés, a noté les avoir visités en 1822 et a été impressionnée par la manière dont Sarah Ponsonby se comportait, bien qu'à cette époque, Eleanor était très âgée et Anne ne mentionne pas l'avoir rencontrée lorsqu'elle s'est rendue à Llangollen. Peut-être était-elle alitée à cette époque. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Anne, qui a été surnommée la première lesbienne moderne, a été inspirée par leur relation pour épouser informellement sa propre amante. Au final, malgré leur grande différence d'âge, Eleanor et Sarah sont décédées à une courte période l'une de l'autre. Eleanor a survécu jusqu'à sa 90e année, mourant de vieillesse générale le 2 juin 1829. Sarah a continué à vivre à Plattsnowyd pendant un peu plus de 2 ans par la suite, décédant le 9 décembre 1831 à l'âge de 76 ans. Ils ont été enterrés ensemble sur la même parcelle à l'église Saint-Colin à Llangollen. Mary est également enterrée ici, car après sa mort, le couple avait érigé un monument à 3 faces, qui servirait de dernier lieu de repos pour eux trois après tant d'années de bonheur passées ensemble. De plus, il est maintenant passé sous la propriété du général John York, un commandant britannique et vétéran de la guerre de Crimée des années 1850, qui y a résidé pendant un certain temps. En 1932, la maison est passée en possession du conseil urbain du district de Llangollen. Aujourd'hui, elle a été transformée en musée à la fois en raison de ses caractéristiques de conception inhabituelle et de l'histoire des 2 femmes qui y vivaient à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux grands imposteurs, que ce soit dans une famille royale ou pour une grande héritage, mais peu ont réussi à captiver la société britannique comme la mystérieuse princesse Caribou. Le 3e avril 1817, une série d'événements des plus particuliers a commencé dans la petite ville d'Almondsbury, au nord-est de la ville portuaire de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, une jeune femme, peut-être dans la vingtaine, portant un turban noir et d'autres vêtements étrangers, est entrée dans la ville et a commencé à parler une langue inconnue aux habitants de la ville. Elle semblait perdue et confuse. En peu de temps, la jeune femme est entrée en contact avec un cordonnier local qui l'a rapidement emmenée à la maison de Monsieur Hill. Monsieur Hill était le surveillant des pauvres, et il était connu pour traîner les vagabonds devant le tribunal, mais en cette occasion il ne savait pas quoi penser de cette femme à l'allure étrange, alors il a décidé que la meilleure ligne de conduite était de l'envoyer à son supérieur, le greffier de la ville. Après cela, la jeune femme a rapidement gagné la sympathie de Madame Elizabeth Worrell, une femme originaire d'Amérique qui s'était installée en Angleterre. Elizabeth était l'épouse du greffier de la ville de Bristol et une figure importante de la localité. Elle a pris la jeune femme sous son aile et dans sa maison. Là, elle a commencé à essayer d'obtenir des informations sur qui elle pourrait être et les mystères qui l'entouraient. Par exemple, elle a pris ses photos à partir de livres de lieux exotiques. La jeune femme s'est excitée lorsqu'on lui a montré un dessin de la Chine. Peut-être venait-elle d'Asie, se demandait Madame Worrell. Au final, la jeune femme s'est vue proposer un lit au bowling d'Almondsbury pour la nuit. Là-bas, on lui a montré une image d'un ananas auquel elle a pointé du doigt et dit « ananas », un mot français pour ananas aujourd'hui, mais qui a ses origines parmi le peuple tupi du Brésil. Cependant, d'autres sources prétendent qu'elle a dit « nanas », en kirat est le mot indonésien pour ananas. Dans tous les cas, à son utilisation du mot, le mari de Mrs. Worrell, Samuel, un ivrogne notoire de la région malgré sa position éminente de greffier de la ville de Bristol, a répondu que la jeune femme devrait être envoyée à Bristol et jugée pour vagabondage en mendiant. Suite à la proposition de M. Worrell, la jeune femme a été brièvement emprisonnée. C'est pendant sa détention qu'un marin portugais du nom de Manuel Enos, qui avait beaucoup voyagé à travers le monde, a affirmé qu'il pouvait comprendre la langue dans laquelle elle parlait. Cet Ennis était lui-même un charlatan complet et a continué à dire aux gens d'Almondsbury que la jeune femme lui avait dit qu'elle venait d'une île appelée Jarvissu et avait été kidnappée par des pirates. Elle avait finalement réussi à s'échapper en sautant par-dessus bord et lorsqu'elle avait nagé jusqu'à la rive, elle s'était retrouvée près de la ville. De plus, il a révélé que la jeune femme était une princesse nommée Caribou, qui avait auparavant vécu une vie de luxe, entourée de magnifiques jardins et de serviteurs à son service à chaque mouvement.
Au cours des mois suivants, la princesse Caribou est devenue une célébrité à Almondsbury, puis dans la région plus large du Gloucestershire, car les nouvelles de son histoire inhabituelle se sont répandues. Elle a été très bien traitée par les Anglais, étant comparée à un dignitaire étranger. La princesse était bien nourrie, habillée, logée confortablement, avait fait faire son portrait, et la ville voisine de Bath lui avait même organisé un bal. En retour, elle a exécuté une danse de guerre exotique censée être courante parmi son peuple. Parfois, elle fournissait des exemples de la langue écrite du peuple de Javassou, et a même suscité un grand intérêt en cuisinant un curry de poulet de sa terre natale. On a également noté que la princesse avait quelques habitudes étranges, ne mangeant que des légumes et buvant du thé. Un auteur de l'époque a écrit qu'elle se battait à l'épée, et utilisait un arc et des flèches faits maison avec une grande habileté, dansait de manière exotique, nageait nue dans le lac lorsqu'elle était seule et priait son être suprême Allah depuis les cimes des arbres. Malgré tout cela, certains n'étaient toujours pas convaincus et espéraient que la trompée révélerait la vérité. À une occasion, une série de billets de banque a été jetée sur la table devant elle, et certains sont tombés par terre. Ils espéraient d'établir que Caribou jetterait un coup d'œil pour voir combien valaient les billets et montrerait un certain intérêt, mais elle ne l'a pas fait. Elle était indifférente, et il semblait donc qu'elle ne voyait les billets que comme des morceaux de papier sans valeur. Une autre fois, un beau jeune homme a utilisé la flatterie, s'asseyant près d'elle et disant « Je pense que tu es la plus belle créature que j'ai jamais vue. » Elle n'a montré aucune réaction. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire de la princesse Caribou soit approuvée par les érudits. Quelques semaines après son arrivée en ville, un certain docteur Wilkinson, érudit et polymathe de la ville de Bath, est arrivé pour vérifier son histoire. Wilkinson a remarqué que la princesse avait des cicatrices cramant à l'arrière de la tête qu'il a conclu avoir été produites par une sorte de rituel indigène. Il lui a également montré un manuel de langue du monde à travers lequel il a déterminé qu'elle parlait en réalité le Rajang et venait en fait de l'île de Sumatra, qui est maintenant en Indonésie, mais qui faisait alors partie des Indes orientales néerlandaises, une colonie qui s'étendait sur de nombreuses îles d'Asie du Sud-Est que les Néerlandais avaient commencé à conquérir dès le début du XVIIe siècle. Ainsi, les habitants d'Almondsbury savaient maintenant d'où venait prétendument leur princesse. L'apparition du docteur Wilkinson aurait pu sembler avoir corroboré l'histoire de la jeune femme, mais en réalité elle a rapidement conduit à la découverte de sa tromperie élaborée. Lors de sa visite à la ville et après son interrogatoire de la jeune femme, le docteur Wilkinson a été prié par Samuel Worrell de publier ses conclusions dans les journaux nationaux, accompagné d'un avis public indiquant que toute information supplémentaire concernant la jeune femme serait la bienvenue. Un croquis de la jeune femme a été inclus pour aider les gens à l'identifier. Cela, ça a été sa perte, car en quelques semaines, le docteur Wilkinson était de retour à Almondsbury pour alerter les habitants qu'il avait reçu des informations de plusieurs sources indiquant que la femme était en réalité anglaise et qu'elle inventait toute l'histoire. Cela venait d'individus qu'il avait connus par le passé, notamment une certaine Madame Neal, qui lui avait fourni un logement peu de temps auparavant. Dans les jours qui ont suivi, il a été déterminé que la langue qu'elle parlait était un charabia, composé d'éléments aléatoires de français-espagnol et de mots inventés, tandis que les marques particulières sur la tête de Mary étaient en réalité des cicatrices d'une opération qu'elle avait subie dans un hôpital de maison de pauvres. Inès, le marin portugais, qui avait prétendu pouvoir communiquer avec elle, avait également inventé ce qu'il avait dit pour ses propres raisons. Ainsi, à la fin de l'été de 1817, la fraude de la princesse Caribou a été révélée. Cela soulève bien sûr la question de savoir qui était vraiment la princesse Caribou. La vérité a été révélée peu de temps après avoir découvert son infidélité. La princesse était en fait une femme nommée Mary Wilcox, qui était probablement née à Witheridge, dans le Devonshire, en 1791. Les registres de l'église montrent qu'elle y a été baptisée en novembre de la même année. Elle avait souffert de fièvre rhumatismale dans son enfance et son père a par la suite déclaré qu'elle avait été psychologiquement instable par la suite, ou, comme il l'a dit, jamais tout à fait bien dans sa tête. Le papier a rapidement pris vent de la supercherie avec un journal d'Exeter qui publie « La merveilleuse femme qui a déjoué le docteur, déconcerté les savants et étonné la multitude »,
s'avère être une ville imposteur, une vagabonde errante et la fille d'un pauvre chaumier. En vieillissant, Mary avait déménagé à Londres et avait fini par travailler comme nourrice à Clapham pour les enfants d'une famille riche. Là, elle a développé un goût pour raconter aux enfants des contes fantastiques, et il semble que c'est pendant cette période que sa décision de commencer à concocter une histoire élaborée sur elle-même a émergé. Cependant, elle a également connu des moments difficiles. Un récit indique qu'elle a épousé un gentleman étranger qu'elle a accompagné à Douvres, où il a disparu et n'est jamais réapparu. Elle a ensuite passé une période dans un hospice dans la capitale et a également eu un enfant qui était mort en bas âge. Par la suite, elle est devenue itinérante, quittant Londres et voyageant avec des gitans. Après une période passée à mendier dans les rues de Bristol, elle a dérivé vers Almondsbury, et c'est alors qu'elle a commencé à prétendre être la princesse Caribou. Suite à la révélation de sa ruse, Mary a choisi de quitter l'Angleterre complètement, prenant passage pour les États-Unis, qui a été payé par Madame Worrell. Une histoire a ensuite été publiée en septembre 1817 dans le Bristol Journal, selon laquelle son navire avait été dévié de sa route en traversant l'océan Atlantique, et qu'elle avait fini à la dérive et atterri sur l'île de Sainte-Hélène, où elle aurait rencontré l'ancien empereur de France et souverain d'une grande partie de l'Europe, Napoléon Bonaparte, qui était en exil forcé là-bas après sa dernière défaite à la bataille de Waterloo en 1815. L'histoire continue en racontant comment l'ancien empereur est tombé sous son charme et lui a rapidement proposé, mais Mary a refusé son offre et a continué son voyage vers l'Amérique. Ceci est évidemment inventé car Sainte-Hélène se trouve dans l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de la route que le navire de Mary aurait emprunté pour se rendre en Amérique. Arrivée aux États-Unis, Mary s'est installée dans la ville de Philadelphie. Là-bas, elle a découvert qu'elle était déjà célèbre en tant que princesse Caribou, et a été persuadée par un impresario local, Monsieur Sanders, de commencer à apparaître sur scène au Washington Hall pour jouer le rôle de la femme royale mythique d'Asie du Sud-Est. Elle a fait cela pendant un certain temps, se livrant à un numéro de danse amateur et parlant sa langue obscure. Cependant, le spectacle n'a pas connu un grand succès, et devant la baisse de fréquentation, Sanders a choisi de l'annuler. Elle a néanmoins passé plusieurs années en Amérique, devenant de plus en plus désillusionnée par la nature de la célébrité. Mary a finalement décidé de quitter les États-Unis en 1824. Elle est retournée en Angleterre et a pris résidence à Londres. Là, elle a essayé de continuer ses prétentions fantastiques en se présentant comme la princesse Caribou dans un théâtre de New Bond Street, mais à ce moment-là, elle était trop connue pour que la mascarade trompe qui que ce soit. Ses tentatives pour exporter le spectacle en France et en Espagne ont été brèves, et elle est revenue en Grande-Bretagne en 1828, où elle a épousé Richard Baker. Afin de se distancer de son époque antérieure en tant que princesse Caribou, elle a enregistré son nom de jeune fille comme Burgess, le nom de famille d'un cousin, au moment de son mariage. La vie future de Mary était terne. Elle et Richard ont eu ensemble une fille nommée Mary, d'après sa mère, qui est née en 1829. Elle a passé les 3 décennies suivantes de sa vie en tant que mère et épouse, travaillant à côté en fournissant des sangsues à l'hôpital d'infirmerie à Bristol, à une époque où ces vers parasites étaient encore utilisés pour leurs prétendus bienfaits thérapeutiques. Avec le temps, elle a été profondément embarrassée par son passé, et s'enfuyait lorsque les enfants du quartier lui chantaient comme des caribous. Mary est décédée à Bedminster, au sud de Bristol, la veille de Noël 1864, âgée de 72 ans selon sa prétendue date de naissance, bien que d'autres sources affirment qu'elle avait 75 ans. Et alors elle a été enterrée dans une tombe anonyme dans un cimetière sur la route de Hébron. Sa fille avec Richard a poursuivi l'entreprise de sangsues par la suite, et a vécu seule en tant que vieille fille jusqu'à sa propre mort en 1900, lorsque la maison familiale a brûlé. En raison de l'étrangeté de son histoire, la princesse Carrie a été largement présentée dans la culture populaire depuis son époque. Des pièces de théâtre ont été produites sur sa tromperie au milieu du XIXe siècle, et son histoire est restée un exemple populaire de l'ignorance européenne de certaines parties du monde pendant une grande partie de l'ère victorienne. Il y a eu une revitalisation ces dernières décennies avec un film de 1994 intitulé « Princesse Caribou », avec Phoebe Cates relatant les événements qui ont eu lieu à Almondsbury en 1817.
Un roman historique a également été publié sur son histoire, tandis que la dernière décennie a vu la princesse Caribou revenir sur la scène londonienne alors que des comédies musicales et une pièce ont été écrites et jouées sur son histoire. Ainsi, le conte de la princesse Caribou continue d'intriguer 2 siècles après sa tromperie élaborée. Pour notre dernière histoire, nous retournons au pays de Galles du XIXe siècle pour examiner la vie d'une figure excentrique, qui est depuis considéré par certains comme l'un des plus grands Gallois de tous les temps. William Price est né le 4 mars 1800 dans le petit village de Ridrah, près de Caerphilly, au pays de Galles. Il venait d'une famille connue dans la région car ses ancêtres travailleurs avaient établi une petite fortune familiale. Son père, également appelé William, a obtenu son diplôme du Jesus College, Oxford, devenant un prêtre ordonné de l'Église d'Angleterre, mais il a plus tard souffert de schizophrénie et à l'âge de 30 ans, il était répertorié comme un fou. Pendant ce temps, sa mère était une femme de ménage analphabète. Son bas statut social a rendu le mariage assez controversé. Ensemble, le couple a eu 7 enfants, William étant le 5e. Malheureusement, seulement 4 des 7 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. L'enfance de William a été assez difficile. Sa famille vivait dans la pauvreté et dépendait de l'argent de parents plus aisés pour s'en sortir. De plus, le père de William avait une manière d'agir très particulière. De nombreuses histoires étranges à son sujet existent, comme celle où il se baignait dans des étangs locaux, parfois nus ou entièrement vêtus, et qu'il ramassait des serpents et les laissait dans ses poches pendant des jours à la fois. Ce comportement étrange s'est aggravé, le conduisant à des accès de colère et de rage. À une occasion, il a tiré avec une arme sur une femme pour avoir pris des bâtons dans sa haie. Il était également connu pour jeter des objets tranchants sur les habitants car il représentait un danger non seulement pour la communauté mais aussi pour lui-même. Sa famille l'attachait de fréquemment à son lit ou à son fauteuil. À l'âge de 10 ans, William a fréquenté l'école locale de Machen. Ici, il a appris l'anglais car à la maison, il ne parlait jamais que le gallois. Au fil du temps, il a montré ses capacités intellectuelles, réussissant bien dans tous ses examens. À 13 ans, le jeune William Price a décidé de poursuivre une carrière en médecine, malgré l'insistance de son père pour qu'il devienne avocat. Sa décision était probablement due à un certain nombre de facteurs, y compris la maladie mentale de son père, la maladie qui a emporté la vie de ses frères nourrissons et la mauvaise santé des travailleurs de la région. En 1814, Price a déménagé à Caerphilly après avoir obtenu un apprentissage auprès d'un jeune chirurgien à succès nommé Dr. Evan Edwards. Pendant environ 5 ans, Price a travaillé sous Evans, financé par des membres de la famille. Une fois l'apprentissage terminé, Price a continué ses études à l'hôpital de Londres, à Whitechapel et à l'hôpital Saint-Barthélemy, sous la direction de certains des meilleurs chirurgiens du pays. Price a très bien réussi et en octobre 1821, il est devenu membre du Collège royal des chirurgiens. À seulement 21 ans, une grande réalisation compte tenu de son origine. Après cela, il est retourné au pays de Galles pour commencer à travailler en tant que médecin généraliste. Price a loué une ferme à Pontypridd qui lui servait de lieu de travail. Pendant cette période, le sud du pays de Galles a connu une énorme augmentation de la population due à l'expansion de l'industrie du fer. D'ici 1823, Price était devenu très important au sein de la communauté locale. Il a été nommé chirurgien par certains des principaux employeurs de la région, y compris Brown Lennox Chain Works et Treforest Tinplate Works. De plus, il était le conseiller médical de la riche famille Crochet, qui possédait Treforest Tinplate Works. En tant que jeune homme, il a acquis de l'influence dans sa communauté locale grâce à son expertise médicale. Malgré ses origines relativement modestes, il fréquentait même la haute société galloise, assistant à des bals au champagne à Seafart pour le château. Cependant, en vieillissant, son comportement excentrique s'est accentué. Même si ce n'était pas au même degré que son père, cette nature non conformiste semblait être un trait familial. Connu comme nudiste, Price courait complètement nu autour des collines près de Pontypridd. Price avait de nombreuses convictions fortes qui s'écartaient des normes sociales de l'époque.
Il était totalement contre le mariage et soutenait qu'il conduisait à l'asservissement des femmes en leur retirant leur liberté. Au lieu de cela, Price croyait en l'amour libre. Au fil des années, il a eu de nombreux enfants illégitimes. Ses opinions l'ont inévitablement opposé aux autorités de l'Église à maintes reprises. Contrairement à la plupart des gens de l'époque, Price était très prudent en matière d'hygiène. Il considérait les pièces de monnaie comme très contaminées et il les lavait donc toujours. Il pensait même que les chaussettes étaient peu hygiéniques et ne les portait jamais. Cette obsession pour l'hygiène venait probablement du fait qu'il avait réalisé que l'industrialisation avait des effets négatifs sérieux sur la santé des classes ouvrières. Price n'était pas un médecin victorien ordinaire. Il était strict dans ses convictions et menait un mode de vie très sain. Price croyait en les remèdes naturels, tels que la nourriture saine, l'air frais et l'exercice. Dans cette optique, il était un défenseur précoce du végétarisme. Selon lui, manger de la viande faisait ressortir la bête en l'homme. De plus, il était totalement contre le tabagisme, refusant même de traiter les patients qui ne pouvaient pas se débarrasser de cette dangereuse addiction. De plus, il a établi un exemple du système de santé sociale en ne facturant aux patients que ce qu'ils pouvaient se permettre. Suite à cela, les travailleurs ont payé